Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui nous nous trouvons à Bas-sur-Mer, sur la façade ouest de la France, pour découvrir le Grand Blockhaus que vous découvrez derrière moi sur l'image. Je suis aujourd'hui en compagnie de Luc Brouwer. Bonjour Luc. Bonjour Pierre. Enchanté, merci de nous recevoir. Bienvenue sur la côte, avec un temps magnifique aujourd'hui. Eh oui, donc aujourd'hui on se trouve un peu sur le promontoire rocheux à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer pour découvrir le Grand Blockhaus qui est derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors c'est un bâtiment qui est assez impressionnant sur 5 niveaux différents. Il y a 3 niveaux d'observation successifs. Alors pourquoi 3 niveaux d'observation? En fait, pour des optiques différentes. Alors c'est un peu technique, hein. Tout là-haut, le télémètre de 4 mètres qui par triangulation de la distance des navires en mer juste en face de nous. Le goniomètre, le degré par rapport au nord magnétique, et un correcteur de parallaxe, et en plus de cela, des opérateurs avec des jumelles qui passent leur temps à scruter, comme sur la passerelle d'un navire. L'intérêt, c'est d'être le plus haut possible, donc c'est pour ça que le bas du blockhaus est à 16 mètres, et tout là-haut, on est à 28 mètres au-dessus de l'eau, ce qui permettait normalement de voir jusqu'à Belle-Île-en-Mer à 45 km, et Noirmoutier 30 km au sud. C'était le panorama, donc surveillé par le bâtiment ici, et on est tout près ici de l'embouchure de la Loire, qui est à 22 km là-bas, et donc 22 km, c'est la portée précise des gros canons qu'on a vus à l'extérieur. Voilà, on en reparlera plus tard. 2 gros canons, 140 tonnes chacun, invisibles de la mer, ils étaient 500 mètres derrière, mais eux ils pouvaient bloquer la Loire, donc là-bas à 22 km. Alors ce bâtiment a été construit en un temps record de 3 mois et demi, donc c'est très rapide. Il contient 125 tonnes de fer. Alors, souvent les gens pensent voir des éclats sur les murs. Ce ne sont pas des éclats, mais ce sont les fers à béton, de manière régulière, qui ont rouillé après la guerre, car le bâtiment était resté à l'abandon pendant 53 ans. On voit aussi des traces horizontales verticales, ce sont ces bois de coffrage. Contrairement à une maison qu'on bâtirait au fur et à mesure, il y a d'abord eu ce squelette métallique, 125 tonnes de fer attachés ensemble sur 2 mètres d'épaisseur, puis ce coffrage extérieur et intérieur en bois, et c'est par le haut qu'on est venu remplir 1800 mètres cubes de béton liquide. Alors c'est l'équivalent de 300 camions toupies de 6 mètres cubes. Et une fois que ça a séché, on a retiré le bois, ce qui a laissé ses traces. Et après, ça fait du béton armé sur 2 mètres d'épaisseur, c'est très costaud quand même. Alors le poids du blockhaus est estimé à 4500 tonnes, ce qui est quand même la moitié du poids de la Tour Eiffel. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve plus le camouflage de l'époque. Et quel était l'intérêt de ce camouflage? Alors il faut imaginer que le blockhaus, on le voit là, c'est la couleur qu'il avait à l'époque quand il a été livré. Il est un petit peu de couleur sable. Il était très visible de l'aviation. Les Anglais faisaient des survols réguliers de la côte, ça passe pas inaperçu, ni le chantier ni le bâtiment. Et le blockhaus avait donc été camouflé, comme on n'est pas très loin du bourg de Bas, en grosse villa. Alors quand on le voit comme ça peut paraître surprenant, mais quand on voit les photos après à l'intérieur, ah oui, incroyable. Il y avait 31 fenêtres qui étaient peintes tout autour et un double toit en bois. Et puis il y avait quand même aussi, si un avion s'approchait trop près, puisque les Alliés étaient au courant, la résistance, 6 canons anti-aériens pour empêcher qu'on s'approche. Et bien que ce signalé est connu, il n'a jamais été bombardé de toute la guerre. Donc c'est quand même assez rare de trouver un blockhaus resté en état de très bonne conservation. Il n'y avait pas une fissure dedans. Quel est l'intérêt de ce poste de commandement par rapport aux batteries qui sont à 500 mètres derrière de Kermoisin notamment? Le blockhaus dirige les 2 canons en cas d'attaque navale. Donc les canons doivent pouvoir bloquer la Loire ou alors contrer un débarquement sur la baie de la Baule. Et comme ce sont des canons sur crénoline, ils peuvent aussi se tourner et bloquer là-bas un débarquement, par exemple sur la grande plage de la Turballe. Donc ils avaient ici une triple action. Mais c'était bien la marine et uniquement le commandement de ces canons, en fait, pour bloquer la Loire. Et tout ça fait partie évidemment de ce mur de l'Atlantique. Alors qu'allons-nous découvrir au sein de ce musée? Avec mon frère, on était de la région parisienne et on avait toujours rêvé, en voyant les musées de Normandie, de se dire oh là là, quelle chance, ces gens qui travaillent dans leur passion. Nous-mêmes, on avait
rêvé de travailler dans notre passion, pas vivre ça seulement comme un hobby ou le week-end, etc. Et on est tombé sur ce blocos en photo. On était à Paris, moi j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, mon frère a fait une école de commerce. Et on a eu une sorte de choc, on s'est dit mais c'est bien la région de Saint-Nazaire, où il y a eu ce Lancastria qui a coulé, où il y a eu le raid anglais, la première attaque, où il y a eu les bombardements avec la base, qui est aussi la dernière région libérée de France. Alors on est venu ici dans la région parce qu'on pensait qu'on allait découvrir un lieu qui racontait tout ça, mais on n'en avait pas entendu parler trop, alors on se dit non, on va quand même vérifier, donc on est venu sur place. C'est là qu'on a découvert le blocos, il était à l'époque recouvert à moitié de lierre, rempli de graffitis, de gravats, etc. On dit mais c'est incroyable, ce bâtiment est là, témoin de l'époque, totalement vide, et personne ne raconte cette histoire qui va finir par partir aux oubliettes, parce que quand les témoins auront disparu, c'est le cas maintenant en 2022, il n'y aura plus personne pour raconter. Et donc on a fait ces démarches, et on a ouvert ici le musée le 1er juillet 97, donc ça fait maintenant 26 ans. Effectivement, on a reçu beaucoup de témoins de vétérans qui nous ont apporté beaucoup de choses, et ça permet de continuer à raconter cette histoire. Ils ont été filmés aussi, et ça fait maintenant 26 ans, on reçoit à peu près 40 000 visiteurs par an. Donc c'est quand même pas rien, et cette poche de Saint-Nazaire et ce raid ne sont pas oubliés, ça c'est sûr. Ce blocos et ces canons qui étaient derrière, alors on ne les voyait pas de la mer, ils étaient 500 mètres au ras du sol, c'était des vieux canons de la marine française. Alors contrairement à ce que tout le monde croyait, tout le monde, quand ils sont arrivés ici, fin 41, pourquoi fin 41 ? Vous le savez, hein, à l'autre bout du monde, les Japonais attaquent les Américains se joignent nos alliés, à l'ouest, les Allemands passent à la défensive, et ils font ce mur de l'Atlantique sur 12 000 km, c'est-à-dire on est ici, c'est l'ensemble des pays occupés donc par l'Allemagne, entre la frontière espagnole et la Norvège, 12 000 km de côte. Alors il y a eu 3 attaques, et on connaît surtout la 3e, c'est lors de la première attaque que ces canons sont intervenus. Alors cette première attaque, c'est justement ce raid anglais sur Saint-Nazaire, dont on vient de fêter il y a une dizaine de jours les 80 ans, l'opération Chariot. Alors décrite par Churchill comme le plus grand raid de tous les temps. De quoi s'agit-il ? Alors on a développé à l'intérieur avec des cartes, des maquettes, etc., des plans, mais en 2 mots, vous voyez, les Anglais sont venus de Falmouth en pleine nuit par surprise et ont débarqué sur le port de Saint-Nazaire. Il y avait en tout 24 objectifs de destruction, mais le principal et celui qui a été rempli, c'était la destruction de la Grande Cale qui avait permis de lancer le paquebot Normandie avant-guerre. C'était le seul endroit de toute la côte atlantique où le cuirassé Bismarck aurait pu se faire réparer. Donc ça a fonctionné, mais les pertes ont été lourdes des 2 côtés. Alors c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un cimetière militaire anglais ici à La Baule et un cimetière militaire allemand à Pornichet. Voilà. Ça c'était la première attaque de ce mur. Alors les canons avaient une portée de 22 km qui leur permettait donc d'ici de bloquer un débarquement éventuellement sur la baie de La Baule, mais aussi de couper la Loire. Et ils sont intervenus, on le sait d'après les rapports, ce 28 mars, non pas quand les Anglais arrivaient en pleine nuit par surprise avec le brouillard, mais lorsqu'ils repartaient en plein jour, tous les canons de la côte ont tiré. Des vieux canons, hein, puisqu'ils datent de 1896, des canons au départ destinés aux cuirassés. Et c'est pendant la Première Guerre mondiale, on s'est dit on a plein de canons en réserve pour l'armée française, on en a besoin pour le front, et donc on les a fait monter par Schneider sur voie ferrée. C'est ainsi qu'ils ont pu être acheminés des côtes jusqu'au champ de bataille de 14 pour pilonner des tranchées allemandes, etc. Des forts, c'est ce qu'ils ont fait pendant la Première Guerre mondiale. Alors lors de la seconde, ils ont servi cette première fois lors du raid anglais, et on sait que c'était tout à fait inefficace puisqu'il fallait 4 minutes pour chaque tir. Le temps de mettre ce projectile qui est ici, l'obus, 162 kg, voilà. La douille, des doses de poudre plus ou moins importantes selon la distance voulue. Ensuite, de lever le canon, de l'orienter. C'est pour ça que ça prenait un coup toutes les 4 minutes. Alors on sait naturellement que pour tirer sur des vedettes rapides à 20 km qui filent les grands trains, c'était tout à fait inefficace. Mais voilà, ils ont tiré à ce moment-là lors du raid anglais. C'est souvent bien plus que l'ensemble du mur atlantique qui, pour la plus grande partie, n'a jamais servi à rien. Alors, la seconde attaque qu'on ne détaille pas ici, mais on en parle quand même un tout petit peu, c'est le raid mené ici principalement par les Canadiens à Dieppe le 19 août 42. Il y avait aussi un petit peu de Britanniques, un petit peu d'Américains. Le 19 août 42, là c'était 611 hommes, là c'était 6000 hommes qui débarquaient. Mais encore une fois, ils allaient avoir 2 tiers de pertes lors de l'attaque. Alors l'état-major allemand s'est dit, Saint-Nazaire, Dieppe sont 2 grands ports, jamais 203. Quand les Alliés reviendront la 3e fois pour leur vrai débarquement, forcément il faudra qu'ils prennent un grand port de face. Alors c'est pour ça que de 42 dates de ces raids à 44, ces ports sont transformés en forteresses, on a la liste ici. Et dans la région de Saint-Nazaire, nous allons recevoir à peu près 1300 blocos. Alors c'est considérable, à la fois
côté mer et côté terre. Alors évidemment, ça ne passe pas inaperçu aux yeux de la résistance, aux yeux des Alliés qui sont plus malins, vous le savez. Et le 6 juin, ils arrivent avec les ports artificiels assemblés en quelques heures pour débarquer 156 000 hommes et 20 000 véhicules. Mais alors, la région va encore connaître un sort particulier. Alors que la France se libère pendant l'été 44 et principalement en août, Nantes le 12 août, Paris le 25 août, Marseille-Toulon le 28, suite au débarquement de Provence ici du 15 août. On voit que ces deux débarquements alliés vont se rejoindre. Ça provoque le départ des forces allemandes du sud-ouest, mais d'autres choisissent volontairement de se faire enfermer dans chacun des ports. Ici sur la côte atlantique, mais aussi à Brest, Saint-Malo, Cherbourg, Le Havre, Dieppe, etc. Ça veut dire que chaque fois, à cause de ces défenses aussi terrestres, il faudra prendre les ports par l'arrière dans des grosses batailles. Et ça coûte cher à chaque fois. Pour les Américains, par exemple, c'est Cherbourg, Saint-Malo et Brest. Rien qu'à Brest, 1 mois et demi de siège, 10 000 hommes mis hors de combat côté américain. Et le port est tellement détruit, à la fois par les bombardements et les sabotages allemands, qu'il faudra plus de 6 mois avant qu'un navire puisse revenir. Les Canadiens, les Anglais, bloqués pendant 3 mois dans les combats de chars, percent ici le 1er septembre, libèrent ensuite Le Havre, Dieppe, Boulogne, Calais, en meilleur état souvent, et surtout envers port à haut débit. Alors tout ça, ça suffit aux Alliés pour apposer leurs troupes qui attaquent l'Allemagne. Et l'état-major allié dit c'est inutile de venir perdre des forces comme on l'a fait à Brest pour des ports situés plus loin de l'Angleterre, dont on a de toute façon plus besoin. Et surtout, ils sont minés. Les Allemands ont miné à Saint-Nazaire tous les quais, les grues, les bassins. Et si les Alliés approchent, ils feraient sauter toutes ces installations portuaires, comme ça s'est passé à Brest. Voilà pourquoi les Alliés venus de Normandie s'arrêtent à 40 km d'ici et, aidés par les maquisards français issus des FFI, des FTP, vont empêcher la garnison allemande, 28 000 hommes, de sortir. Mais il n'y a pas que des Allemands dans cette enclave, il y a aussi 130 000 Français. Alors ils sont coincés, ces Français, ils sont à l'époque, on disait, empochés. On disait aussi les pochards, il y avait 2 expressions. Et dans cette poche de Saint-Nazaire, puisque c'est ce nom-là qu'elle va prendre, l'occupation va donc continuer une 5e année. C'est très peu connu. On n'a pas ici 1% de nos visiteurs qui connaissent cette histoire. Pas plus que le raid anglais. Et donc on se dit, il faut vraiment raconter ça. Et c'est pendant ce siège de 9 mois que les canons ont à nouveau beaucoup servi. Là, les Allemands les ont tournés côté terre vers les forces alliées. 4 canons de ce type-là, 2 ici à Bas-sur-Mer, pour la Nord-Loire, et 2 ici au sud, à Préfaille. Alors pas la pointe Saint-Gildas, c'était les 75, mais à Préfaille, et les 4 canons verrouillés à longue distance. Alors bien sûr, plus on avançait vers la Loire, plus il y avait d'autres batteries, le Fort de Lève, le Pointeau, etc. Et ils n'ont pas eu le temps d'être modernisés en plus, parce qu'ils étaient prévus en Allemagne de les mettre à jour et surtout de mettre des canons allemands. Voilà, en fait, il était prévu en renforcement, tous ces grands ports devaient être renforcés, et Rommel s'était rendu compte d'une erreur dans la stratégie allemande, justement de défendre ces ports et de faire ce qu'on pouvait avec le reste pour le reste du territoire. Si les Alliés débarquaient effectivement entre les ports, les défenses étaient insuffisantes. Donc Rommel avait prévu pour 1945 d'installer dans chacun des grands ports des canons à longue portée pour qu'ils puissent couvrir leur feu entre eux, entre Lorient et Saint-Nazaire, entre Cherbourg et Le Havre. Tout un tas de batteries nouvelles étaient en cours de construction. Et pour la région, c'était Bas-sur-Mer qui avait été choisi pour recevoir à la place de ces vieux canons de 240, 4 tourelles de 305 qui, elles, pouvaient tirer là à 51 km. Donc il y avait quand même une certaine urgence à faire le débarquement de Normandie avant que ces gros canons ne soient installés ici au Havre et à Cherbourg où ils étaient en cours de construction. Alors il faut savoir aussi au début de la guerre qu'il y avait 6 divisions d'artillerie marine sur l'ensemble de pour l'ensemble de mur de l'Atlantique. Du coup, ça veut dire qu'ils recrutaient aussi des gens peu qualifiés et parce qu'ils étaient envoyés souvent en mer, dans les U-boats, etc. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur les personnes qui géraient cette zone et ce blocos aussi? Alors la défense des ports était donnée à la marine allemande. Par exemple, rien que pour la DCA ici, la défense contre avions, il y avait 4000 hommes, juste dans la marine. Et c'est pour ça que les Alliés ont perdu par exemple 114 avions sur Saint-Nazaire. Et la défense côtière de ces ports était aussi confiée à la marine. Et c'était évidemment des troupes qui n'étaient pas forcément des grands spécialistes, vu le peu de côtes qu'avait l'Allemagne avant-guerre à défendre, et les 12 000 km avec lesquels ils se retrouvent par la suite. Ça veut dire que dans cette unité de marine, on a des hommes plutôt âgés, et aussi ce qu'ils appellent la liste 3. On avait aussi des troupes qui ne venaient pas d'Allemagne, alors bien sûr des Autrichiens, mais aussi des Polonais, des Hongrois, des Roumains, des Bulgares, etc.
la libération de ce blocos, de la région, on sait qu'il y a eu des Français qui sont venus aussi libérer cette zone. Est-ce que vous en dire plus sur ce... Oui, alors donc autour de la poche de Saint-Nazaire, à la fin, on avait la 25e division d'infanterie, composée à peu près de 16 500 soldats. Donc au départ, ce sont des maquisards qui, au fur et à mesure de la libération du territoire, ont été renforcés donc, par des troupes venues un peu de toute la France et qui ont reconstitué donc une division classique avec de l'artillerie, même des blindés. On avait ici une unité tout à fait unique avec des blindés FFI, donc avec des chars allemands récupérés en Normandie. Donc une division française équipée parfois de briques et de broc, mais quand même une belle division, la 25e, et une demi-division américaine qui était ici. Et ce sont eux qui sont entrés dans la poche de Saint-Nazaire le 11 mai 1945. Donc après une signature de capitulation, on verra à l'intérieur, à Cordemais le 8 mai, une cérémonie le 11 à Bouvron, c'est là que les troupes rentrent, et libèrent la région, et comme on le voit sur cette photo, prennent le blocos absolument intact. Puisque là, ce sont des soldats français en haut des marches, et on voit ce 11 mai que le bâtiment n'a subi aucun dommage. Évidemment, à la première bombe, le toit en bois aurait volé en morceaux. Oui, et puis il faut savoir qu'aux alentours, il n'y avait aucune maison. Aujourd'hui, il y en a plein. Oui, c'était un champ. Exactement, c'était des champs cultivés à perte de vue. Et il faut savoir que c'est assez rare en fait de trouver des blocos en bon état, car dans la zone de bataille ici, en fait, quand les Alliés prenaient des blocos, pour éviter, en cas de contre-attaque allemande, qu'ils les réinvestissent, ça prend du temps à construire, souvent ils étaient sabotés, etc. Et donc c'est très rare d'avoir des blocos en bon état, en fait, et on trouve ça particulièrement dans les différentes poches, celles qui se sont rendues sans combat, c'est le cas de Lorient, Saint-Nazaire ou La Rochelle, car ici au sud de la Loire, il y aura d'autres poches que l'armée française prendra de force en avril 1945, et là il y a eu des combats assez durs. Alors on va commencer la visite du Grand Blocos, donc je vous suis. Ça marche, Pierre, attention à la marche et la tête toujours. Alors on entre ici dans le bâtiment. Et la particularité du musée, en fait, on a séparé un peu en deux. En gros, c'est les scènes de libération à l'étage, en bas la vie des marins allemands dans le blocos. Et ces scènes de libération, comme la vie des marins allemands en bas, en fait représentent des vraies personnes qui ont existé, souvent des gens qu'on a connus, à qui on a voulu rendre hommage un petit peu. Et normalement, à cette place-là, jusqu'à l'année dernière, c'était effectivement pas moi qui donnais le sens de visite, mais ce monsieur-là qu'on voit, Maurice Moreau, qui est venu ici pendant 12 ans, tous les jours, jusqu'à ses 97 ans, en pleine forme, et c'est lui qui donnait le sens de visite, et il était très fier d'avoir son mannequin de son vivant. Alors c'est son mannequin à l'âge de 21 ans, au moment de la libération de la Baule. Et alors la chose extraordinaire, c'est que Maurice était dans la police militaire. Vous voyez, on a repris le casque avec la bande verte qu'il portait à l'époque. On le voit ici lorsqu'il escortait le général de Gaulle sur la photo. Voilà Maurice ici. Donc on a repris cette tenue-là. C'est pour ça qu'elle est en surbrillance par rapport au reste de la photo, pour montrer que c'est cette tenue-là. Et Maurice était, avec son groupe, le premier à entrer dans la poche de Saint-Nazaire. Car la police militaire devait ensuite aller être mise à des carrefours, et puis toute la journée aller diriger les troupes qui arrivaient, en fait. Et eux, ils avaient le droit de rentrer avant la cérémonie de Bouvron. Donc c'était assez étonnant. Maurice Moreau, le premier entré dans la poche à l'époque, était le dernier à témoigner. Jusqu'à ces derniers jours, jusqu'en novembre donc 2021, il est venu ici tous les jours pendant 12 ans. Voilà. Et donc ça touche beaucoup les gens de voir que ce n'est pas seulement une présentation d'uniformes ou des étalages de matériel, mais il y a une vraie personne, un humain derrière chaque uniforme. Et ici particulièrement, il y a une histoire. Ça c'est par exemple le mannequin des parachutistes SAS du général Barthélemy. À l'époque, il n'était pas général, mais quand on l'a reçu ici au musée, il était général. Et il est venu ici à l'accueil, donc c'était en 2002. Et puis il me dit, je suis le général Barthélemy, jeune homme, ça vous dit quelque chose? J'étais très content de le rencontrer, parce que je ne savais pas qu'il était encore en vie. Et il était le commandant en second de la poche, le représentant de Gaulle. Et il avait fait le BCRA, donc les services spéciaux du général de Gaulle. Il avait été parachuté. D'abord, il avait été à Saint-Marcel, ensuite dans l'Indre. Il avait ramené d'énormes forces. Alors c'était pour nous un grand honneur de le recevoir. Alors on a dit, bon, on va lui faire son mannequin. Et c'est pour ça que donc ça, c'est son mannequin à l'époque. Ça lui rend hommage. Voilà, exactement. Exactement. Donc là, c'était vraiment comme ça. Ici, il y avait les lavabos. Ici, on n'a pas poussé la reconstitution jusqu'à ne remettre les toilettes qu'il y avait avec une petite séparation. Mais c'est là qu'étaient les toilettes et les sanitaires, en fait. Et
Tout le reste du blocos, le sous-sol, ce sont les mêmes décors. C'est-à-dire que c'est le blocos qui forme le décor. Et dans la partie où on va aller ici, là par contre, on réutilise l'espace comme dans un musée classique, en fait, pour de l'histoire locale. Voilà. Ah oui, je me souviens. Alors ici, on a pas mal de choses. Voilà. On a à la fois la maquette qui permet de revisualiser un peu comment c'était à l'époque. Et en fait, donc, ici, tout avait disparu. À la Libération, il faut imaginer, le bâtiment est resté à l'abandon. Dès la fin de la guerre, les civils ont couru à l'intérieur. Ils ont fait tomber le toit. Il avait neigé ici le 1er mai 1945. Donc les civils ont fait tomber le toit pour récupérer les matériaux. Il y avait très peu de bois de chauffage. Et après, le bâtiment est resté abandonné pendant 53 ans. Alors 53 ans, tout a été enlevé par terre. On voit les traces du carrelage. Il y avait du lambris sur les murs, le moindre morceau de fil. Tout avait disparu. Et donc ici, à l'époque, c'était des calculateurs de tir, des grosses machines. Ici, la chambre de l'officier de quart, qui était à peu près pareil, mais sauf qu'il n'y avait plus de porte ni de fenêtre. Et donc, on a gardé la structure du bâtiment. On n'a pas touché, mais on a dit on va réutiliser l'espace pour parler de scènes importantes de l'histoire locale qui ne se sont pas déroulées dans le blocos. C'est pour ça que derrière, il y a des décors. Et alors, chronologiquement, dans les événements importants de la région, le premier, vraiment le plus important, c'est la catastrophe du Lancastria. Ce navire qui a coulé le 17 juin 1940. On n'a jamais su le nombre exact. Entre 2500 et 3500 morts côté britannique. On a reçu 3 survivants de ce monsieur-là, Sweeney, ici au musée. Et ça passionne toujours les gens de voir cette histoire. C'est très peu connu. C'est ça. C'est 2 fois plus de morts que le Titanic. Ça s'est passé juste devant nos côtes, entre ici Saint-Nazaire et Noirmoutier. Et le bateau est toujours signalé par une bouée. C'est un cimetière marin. Mais très peu de gens connaissent. Parce qu'en temps de guerre, il y a tellement de catastrophes, on ne peut pas tout retenir. Alors ici, on évoque l'opération Chariot, avec une scène où on présente des civils qui aident des Britanniques, soit des soldats, des commandos. Certains sont en pantalon, d'autres en kilt. Oui. Ah oui, en effet. Voilà, avec leur fusil mitrailleur Bren. D'autres, ce sont des marins, en fait. Et ce sont ces soldats-là qu'on représente, en fait, qui sont ici. Qui ont survécu au raid. Vous voyez, il y en a un ici en kilt. Le grand marin dans le fond. Voilà. Le petit marin ici en bleu qu'on retrouve devant. Donc, ce sont des soldats qui ont vraiment existé. Et ce raid, donc, en 2 mots, on voit ici le Campbellton. C'est un destroyer qui, au matin du 28 mars, est encastré dans la porte ici de cette grande écluse. C'est là que se trouvent les chantiers navals de Saint-Nazaire. Et c'est là qu'on avait fait sortir le paquebot Normandie avant-guerre. Il se trouve que cette cale fait 350 mètres de long. C'était la plus grande sur la côte atlantique et la seule capable d'accueillir les cuirassés Bismarck, puis après Tirpitz. C'était intentionnel du coup de... Oui, oui. Alors ils ont encastré ce navire en pleine nuit dans la porte de l'écluse ici. Un miracle de navigation. Et c'est dans l'après-midi que le navire a sauté. Les Allemands l'ignoraient. Ceux qui ont pris cette photo, ils sont peut-être plus là même à l'époque. Car ici, il y avait 5 tonnes d'explosifs à retardement. Et quand ça a sauté, on voit ici l'écluse avant avec 2 bateaux allemands en réparation. Et on voit la même photo de l'écluse juste après le raid, où l'eau s'est engouffrée en fait. Et donc elle était inutilisable pour les Allemands. Donc ça, c'était le but principal. Et une opération qualifiée par Churchill le plus grand raid de tous les temps, très méconnu en France. Ah oui, Voilà. tout à fait. On vient de fêter les 80 ans il n'y a pas très longtemps. Voilà, on a quelques objets originaux du raid, notamment ce casque qui est le seul connu de l'opération Chariot. Voilà. Avec du coup la photo. Alors ça, c'est un marin qui était sur le Campbellton. Ouais. Voilà. Donc ici, on se trouve dans la partie de la libération, de la reddition de la poche de Saint-Nazaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé et ce qu'on peut y voir? Alors, la poche de Saint-Nazaire, c'était donc 9 mois de siège, un peu comme en 14, avec des tranchées de chaque côté. Entre les tranchées, un no man's land. Et c'est là que les patrouilles des 2 camps allaient la nuit pour chercher des choses dans les fermes abandonnées, etc., qui avaient dû être évacuées. C'est le cas ici, en plein no man's land, entre les lignes françaises de 100 mètres à droite, les lignes allemandes de 100 mètres à gauche, dans le petit village de Cordemais. C'est là que passait donc, près de la Loire, la ligne de la poche de Saint-Nazaire. Et le 8 mai au matin, les Allemands, on en voit 3 à droite ici en vert, les autres, ce sont tous des alliés, avaient l'habitude de se rencontrer ici, parce que c'est là qu'avaient lieu les points de rencontre, notamment pour faire sortir des évacués de la poche, parce qu'il y avait une gare à Cordemais. Et donc, ils se réunissent, et c'est sur cette table, c'est celle-là, qui est inscrite au monument historique, que les Allemands vont signer la capitulation, la dernière capitulation d'une garnison allemande en France.
Avant, ils avaient signé à Reims. C'est un lieu historique. Hein. C'était le 7 mai. Et donc ici, c'est le 8 mai, la capitulation de la garnison. Et on a été avec mon frère aux États-Unis pour retrouver les papiers hein, qui correspondent à ces signatures. Vous avez les facsimilés sur la table. On les retrouve ici sur les photos d'époque. Et on a été les récupérer aux archives aux États-Unis. On les a scannés, etc. On a trouvé tout le dossier de réédition. Ça s'est passé ici. Et c'est là que toutes les cloches de la région ont sonné pour annoncer la fin de la guerre. Et ça retentissait hein, de Cordemais jusqu'au Croisic. Et c'est là que les civils se sont mis à sortir dans les rues. Après 5 ans de guerre, puisqu'ici ils ont eu 9 mois en plus, ils étaient très contents et ils ont commencé à faire la fête. Et au Pouliguen, les gens dansaient, faisaient des rondes, etc. Mais c'était quand même bizarre parce qu'ils disaient, mais où sont les Alliés? Pas d'Alliés le 8 mai, ni le 9 mai, ni le 10 mai. Donc les gens disaient, c'est pas possible. On fait la fête de la fin de la guerre, mais les Allemands sont toujours là, l'arme à la bretelle. Ils ne savaient pas ce qui était marqué dans les papiers, justement, ici. Ce que les Allemands leur disent. Oui, capitulation sans condition, certes, vous faites ce que vous voulez, mais on vous déconseille fortement de rentrer. Ça fait 9 mois qu'on se fortifie. Derrière cette poche, qui s'appuie d'abord sur un canal, la Vilaine, ensuite un canal, un réseau de ruisseaux avec de l'eau au fond, comme un immense fossé anti-char, et derrière 28 000 mines. Donc les Alliés ne pouvaient pas rentrer directement avec des véhicules, d'où ce cessez-le-feu entré en vigueur ce jour-là, le 8 mai, plus de combat, mais il prévoit que les Alliés ne rentreront dans la poche, ça les civils ne le savent pas, que le 11 mai, il est convenu qu'il y aura une cérémonie, cette fois-ci, là c'était les chefs d'état-major qui signaient, en présence des généraux à Bouvron, et que c'est seulement là que les Alliés rentreront. Voilà pourquoi il y a 3 jours de fête ici avec les civils, sans encore les Alliés, mais heureusement pas de victimes, ça se passe plutôt bien. Et c'est seulement le 11 mai, on va aller voir la scène tout à l'heure, que a lieu cette cérémonie de la reddition. Là c'était la signature. Ah bah, tout est vraiment authentique, les uniformes, on a choisi des visages pour les uns et les autres, et une petite anecdote, pour le 70e anniversaire de la Libération, cette table n'était pas encore dans le musée, elle était encore à la mairie de Cordemais. Et on avait fait à l'époque, voilà le maire de Cordemais, une reconstitution avec 70 véhicules, 70 ans de Libération, 70 véhicules, en mai 2015, des acteurs, moi j'étais là au micro, et il restait à l'époque 6 vétérans. Dans les 6 vétérans miracles, l'un d'entre eux était un de ceux qui avait construit la table. Parce que l'histoire de cette table, c'est justement qu'elle a été construite à partir du plancher de la maison de gauche. Car ces fermes avaient été évacuées et pillées, il n'y avait plus rien à l'intérieur. Donc il a fallu, pour signer, arracher le plancher et construire la maison. C'est ce qu'expliquait, quand je lui ai donné le micro, Maurice Joly, un autre Maurice, qui racontait ça. Et puis il raconte toute cette histoire, comment ils étaient contents de voir la tête déconfite des Allemands, etc. D'avoir fait cette table, d'avoir fêté tout ça. Et à la fin, il me repasse le micro. Il me dit merci Luc, et puis il me dit ça s'est bien passé cette année. À un moment, il était tout seul, je lui dis pourquoi Maurice? Il dit il y a 20 ans, j'étais déjà là, je raconte mon histoire, sauf que Madame Moisan, qui habitait la maison de gauche, était là aussi. Puis elle dit espèce de salopard, c'est vous qui avez détruit mon plancher. Allez donc raconter vos histoires ailleurs. Elle, ce qu'elle voyait, c'est pas qu'on avait signé la capitulation sur cette table, mais que c'était son plancher qu'on avait arraché. Voilà, une histoire vraie, hein, c'était amusant comme tout. Voilà. Et en 2015, il y avait encore donc 6 vétérans qui ont participé au 70e, c'est pas beaucoup, hein, 4 Français, 2 Américains. Et le dernier est décédé Alors Maurice est décédé en novembre, qui venait ici au musée tout le temps, mais on reçoit bientôt, hein, pour les cérémonies de mai, là, on reçoit des Américains et on aura un dernier vétéran américain qui serait quasiment presque centenaire de la 66e division d'infanterie, donc c'est cette division qu'on a été voir 2 fois avec mon frère aux États-Unis, avec cette tête de panthère. Oui. Alors la première fois qu'on avait été les voir, 2003, on était face à 250 vétérans américains. 2013, il en restait 25 de cette unité, et aujourd'hui, on en aura peut-être un qui va venir en mai. Voilà. Donc effectivement, les rangs s'éclaircissent, mais on a fait le boulot de récupération, de photos, d'informations, etc. Alors personne n'avait jamais été voir ces vétérans américains qui ont combattu sur un front oublié. Voilà, Lorient-Saint-Nazaire, c'est pas ceux qui ont sauté à Sainte-Mère-Église, c'est pas la même chose. Et c'était des fronts qui ont été oubliés dès la fin de la guerre. D'où l'importance de leur rendre hommage aujourd'hui. C'est ça. C'était pareil pour les Français. Ils étaient tellement contents qu'on parle de leur action dans la poche qu'on a eu pas mal de cadeaux. On a eu une quinzaine de drapeaux d'amicales comme ça. Alors ici, il se retrouve devant la reddition de Bouvron. Alors comment ça s'est déroulé? Alors ça, c'est effectivement la cérémonie. C'est la première fois que les généraux se rencontrent, en tout cas l'allemand avec les 2 autres.
parce que forcément, le général américain, Cramer, qui s'appelle Hermann Cramer, ses soldats l'avaient surnommé Hermann the German, parce qu'il était d'origine allemande, comme beaucoup d'Américains d'ailleurs, en Europe, qui est descendant d'Européens, hein, et connaissait très bien, bien sûr, le général Schommel, alias dans la résistance, Charles Martel. C'est lui qui commande la 25e division d'infanterie. Donc eux, ils combattent côte à côte, ils se connaissent très bien, mais c'est la première fois qu'ils rencontrent le général allemand Hans Jung, qui lui commande ici 28 000 soldats en uniforme allemand. Alors je précise en uniforme, parce qu'on a parlé tout au début, plus la guerre avançait, plus ils avaient recruté hors de leurs frontières, et dans la poche ici, on avait quasiment 21 pays différents représentés, donc des Tchèques, des Hongrois, des Bulgares, des Roumains, des Italiens, etc., qui se sont tous rendus. En même temps, c'est la symbolique, lorsqu'il remet son arme crosse tendue vers l'avant, c'est la reddition de ses troupes. C'est seulement là que les troupes alliées entrent dans la poche, après cette cérémonie de Bouvron. Aujourd'hui, dans le champ où ça s'est passé, se dresse un grand monument avec une croix de Lorraine. Voilà, on a fait une vitrine en hommage à la 8e Air Force. Alors c'est peu connu, il faut savoir qu'un membre de l'armée américaine sur 8 qui a perdu la vie lors de la Seconde Guerre mondiale faisait partie de la 8e Air Force. Une unité de bombardement sur l'Europe. Alors, il y a eu des bombardements très lourds sur la région, notamment Saint-Nazaire, passé de 36 000 habitants avant-guerre à seulement 100 personnes en mai 1943. La ville a été rasée par 50 bombardements, un Allemand au départ et après 49 alliés. Et ça a beaucoup marqué évidemment les esprits. Alors ils visaient au départ la base sous-marine, et puis finalement c'est vraiment la ville autour qui a souffert, la base est toujours là. Et il y a eu aussi des bombardements importants à Nantes, en 2 fois en septembre 1943, c'est 1500 morts. Le vétéran Maurice était dessous d'ailleurs, il en parlait souvent. Et un jour, on avait ici il est fini colonel, Ben Walsh, dont on a ici la tenue, qui était chef d'escadrille dans la 8e Air Force, et avec mon frère, qu'on voit ici en photo, ils étaient tous les deux en train de discuter, et on avait un vieux monsieur français qui était là, il regardait d'un air bizarre. Alors mon frère se dit, tiens, je vais aller le rassurer, lui dire que c'est un Américain, et parce qu'il parlait en anglais avec le colonel Walsh, et puis le monsieur français qui était là, pas du tout rassuré, enfin beaucoup plus mécontent encore. C'est bien ce que j'avais compris, c'est un pilote de bombardier. Et il s'avance vers le colonel Walsh qui était ici, il dit, vous monsieur, vous avez fait du mal avec vos bombes. Parce que tous ces morts, quand c'est justifié, c'est toujours compliqué. Hein. Et le colonel Walsh était très intelligent et en était tout à fait conscient. Et donc il lui a pris la main, il lui a tenu comme ça, il dit, monsieur, au nom des États-Unis, je m'en excuse. Wow. C'était d'abord un beau geste. Mais après, il lui a tenu la main aussi, il lui continuait de lui expliquer qu'eux-mêmes avaient perdu 114 avions. Alors c'est pour ça que dans la région, il y a énormément de stèles qui rappellent tous ces jeunes pilotes qui étaient pour la plupart des volontaires. 114 avions, donc il y a eu des pertes encore plus importantes en fait dans les airs, c'est peu connu, hein, car la ville de Saint-Nazaire était surnommée, je vous l'ai dit, Flag City. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 4000 hommes rien que pour la défense contre avions. Donc c'est un fait important. Certes, il y a eu des bombardements et il y a eu aussi des pertes côté allié. Hein, ce n'était pas si simple de venir bombarder, il y avait aussi des risques considérables. Et puis c'est ce qu'a dit le colonel Walsh, il a dit à l'époque, moi j'étais capitaine, mon objectif ramener mon équipage en bonne santé et effectivement me donner des ordres, aller bombarder Berlin, Düsseldorf, Saint-Nazaire. Je ne discutais pas les ordres en tant que capitaine. Si on me disait d'aller bombarder tel endroit, c'est parce que je me disais que ça valait le coup de bombarder. Malheureusement, on sait pour Saint-Nazaire que ça n'a pas servi à grand chose car la base est toujours là. Et ils n'ont pas réussi à la percer en fait. Avec un sacré mur d'épaisseur. Voilà, il y a jusqu'à où c'est terminé, c'est 8,75 m. Dès que les Alliés inventaient une bombe plus puissante, les Allemands, eux, montaient le toit de la base. Voilà. Alors, on a deux petites choses aussi incroyables. Ici, il faut vraiment en parler, il est très connu dans le monde de l'aéronautique et dans l'histoire. Alan McGee dit le miraculé de Saint-Nazaire. On le voit ici sous l'avion. Alors, pourquoi il s'appelle comme ça le miraculé de Saint-Nazaire? Car il a survécu sans parachute à une chute de plus de 4000 mètres. Son avion, donc, le 3 janvier 1943, mission de bombardement sur Saint-Nazaire, les Américains avaient perdu 9 avions ce jour-là quand même, hein, juste en une seule journée. Lui, touché au-dessus de Saint-Nazaire, n'avait pas de parachute pour manipuler sa mitrailleuse sous cette coupole, et il a fait une chute en vol plané, et il a atterri dans la verrière de la gare de Saint-Nazaire, derrière la base. Et les Allemands lui ont pris le pouls, il respirait encore. Alors ils l'ont réparé, hein, les lois de la guerre disent qu'il faut soigner les prisonniers, et donc ils l'ont recollé, il avait 28 fractures. Et Alan McGee, après cette chute, est revenu en 1995, lorsque la stèle a été inaugurée à La Baule, où il y a eu le crash de son avion. Et autre petite chose pour dire que des fois, ça commence par un tout petit objet, les objets ont tous un lien avec l'histoire. Cette montre nous est apportée par un vieux monsieur du Croisic, et il nous dit, voilà une montre que mon père a récupérée, a reçue en cadeau par un aviateur américain.
lors d'un crash d'un avion. Mon père était allé, voilà, un marin pêcheur du Croisic, on voit le bateau, il était obligé de porter des marques françaises pour ne pas être mitraillé à l'époque. Et on a fait toutes les recherches et on a finalement fini par retrouver la famille de ce copilote et qui est venu ici en visite. Et donc c'était tout à fait émouvant de recevoir. Et donc au départ d'une simple montre, gardée dans une boîte de nuit on va dire, il nous a dit ça appartient à un Américain, on a fait toutes les recherches et on a fini par recevoir ici la famille. Voilà. Donc c'est au départ un petit objet, puis à la fin une grande histoire humaine, quoi. Alors on va monter maintenant dans la première visière. Voilà, premier poste d'observation. Avec une première vue ici. Alors là ça résonne un petit peu, mais c'est ce à quoi s'attendent les visiteurs qui visitent un blocos. On a tous à l'esprit le film Le jour le plus long, donc le Major +4 qui prend ses jumelles, qui les prend à plusieurs reprises, et puis une dernière fois quand même le 6 juin au matin, avant d'aller se coucher, bon allez une dernière fois, et là il reprend ses jumelles et il voit l'horizon qui se couvre d'un trait noir, les 6000 navires alliés, et dans l'esprit des gens, quand on visite un blocos, eh ben, c'est un peu ce à quoi on s'attend. Cette vue d'un horizon, heureusement aujourd'hui pacifique et vide, mais effectivement c'est ce un peu à quoi s'attendent les gens en visitant un blocos. Sachant qu'à l'époque il n'y avait aucune maison, donc on avait une vue imprenable. Alors je pense sûrement aux étages supérieurs, mais sur vraiment des différentes pointes aux alentours. Tout à fait, notamment Belle-Île-en-Mer, quand on est tout là-haut, à 28 mètres au-dessus de l'eau, on voit très bien Belle-Île, qui est à 45 km dans cette direction, et Noirmoutier qui est là-bas à 30 km. Maintenant, on va aller dans les deux postes d'observation supérieurs. Comme à l'époque. Voilà, alors ça plaît beaucoup aux enfants. Hein. Là, on est au deuxième étage. On a remis ici en place un appareil d'optique. Il y avait 3 appareils d'optique différents en fait. Bon, c'est assez technique, hein, et celui-là est la particularité c'est un appareil de la Kriegsmarine. On peut voir ici et là en même temps. Donc, avec un viseur. Tu peux regarder Pierre, on voit très bien les bateaux en face là. Ah ouais, parfait. Et alors ce que tu vois derrière, ce sont les mâts des futurs champs d'éoliennes. C'est vrai, ils en ont parlé récemment. Voilà, 82 éoliennes je crois. Hein. Et je crois qu'il y en a une première qui vient d'être terminée. Donc là on va monter dans la dernière visière, la plus haute, qui est à 28 mètres au-dessus de l'eau. En fait, ici, pendant la guerre, c'était fermé. Okay. Donc il y avait un système un peu différent d'ici. On en voit les traces, vous voyez là. D'accord. Il y avait des charnières et les vitres donc basculaient à partir d'ici et pouvaient être, vous voyez, avec des crochets accrochés là-haut. Donc on a un système, nous, de même amovible qui est un peu différent parce que c'est pas encore fini. Ça fait 26 ans que le musée est ouvert et normalement cet hiver, si tout se passe bien, ici on aura le télémètre d'origine. Alors le télémètre de 4 mètres blindé. D'origine française. Non, mais alors celui-là, il est allemand. Il pèse entre 300 et 400 kg. Donc il est en cours de restauration dans la région et il faut qu'on fasse fabriquer une pièce mobile, une sorte de berceau ici, et qu'il puisse bouger sur ce socle. Et après, les gens donc, pourront voir au loin exactement comme à l'époque. Et les batteries Carmoisan qui étaient juste là. Voilà, derrière, le château d'eau qu'on voit d'ailleurs repose sur l'un des blocos. Alors si on monte ici, on verra encore mieux. Hein. Voilà. Donc on voit là-bas les marais salants, les hauteurs de Guérande avec la collégiale. Voilà. L'emplacement du canon prévu de 305 où il y a le château d'eau. Et puis là-bas, on voit l'église de Bas, à droite, voilà. C'est un des rares points qui est plus haut que où nous sommes. Le Croisic dans cette direction, et là-bas, c'est la Baule Saint-Nazaire. Attention à la tête. Ouais. Donc avant d'aller dans le sous-sol, on a une petite partie en hommage à Maurice Moreau en tout cas. Voilà, c'était notre vétéran qu'on a vu dans la première scène. J'étais très fier d'avoir sa tenue. Il y avait toujours des répliques cultes. Maurice disait toujours, parce que les gens le voyaient bien, ils disaient « Je te dis que c'est lui !» Il dit « Non, c'est pas possible !» 97 ans, il était en telle forme, il en paraissait 75. Et alors quand les gens le reconnaissaient, et puis il disait très simplement, je suis beaucoup mieux en mannequin qu'en vrai, parce qu'il avait 21 ans à l'âge de son mannequin, alors qu'il avait 97 ici. Donc il avait pas mal de répliques, il imitait pas mal le général de Gaulle, qu'il avait lui-même escorté, qui était son grand jour, en juillet, lorsqu'il est venu dans la région, en juillet 45. Et Maurice était vraiment toujours là, dès qu'on avait des écoles, pour témoigner. Alors il parlait tout doucement, et les élèves l'écoutaient vraiment de manière incroyable, c'était un grand témoin. Et il est venu ici pendant 12 ans, c'est certainement qu'il a maintenu aussi longtemps, jusqu'à 97 ans. Donc il a vécu dans la région. Oui, après-guerre, il était pris sa retraite à la Baule. D'accord. Sinon, il était de Nantes au départ. Ok. Et avant de Machecoul. Voilà.
Il y a des panneaux un peu... Ouais, bah c'est des panneaux d'époque. Ça, c'est aussi en hommage envers un ancien salarié qui s'appelait Tony. Et on a trouvé un panneau récemment, voilà. Ker Tony, c'est une villa du Pouliguen. Voilà, c'est toujours les derniers alliés qu'on peut voir ici, notamment un autre qu'on a bien connu aussi, qu'on représente ici, voilà, Randy Bradham, qui est venu de multiples reprises ici, avec qui on a vraiment sympathisé. Et lui, il a écrit 2 livres, aussi avec notre aide, sur la poche de Saint-Nazaire, côté américain. Voilà. Forgotten War, la guerre oubliée, un peu. Il y tenait beaucoup. Il a fait une carrière de médecin après-guerre. Et il est maintenant décédé, mais on avait de très bons liens avec lui. Et on l'a reçu à multiples reprises ici en France. Et il nous a reçus chez lui à Charleston. On l'a vu 2 fois aussi aux États-Unis. Alors ici, on est dans le sous-sol du blocos, bien à l'abri sous plusieurs mètres de béton armé, puisque les cloisons intermédiaires, c'est 1 mètre, mais tout ce qui est sur l'extérieur, c'est 2 mètres. Alors c'est là qu'étaient installés les appareils de ventilation pour amener toujours de l'air frais dans le bâtiment. Et le premier cadeau qu'on a eu, parce que c'est souvent l'intérêt aussi de faire un musée, les gens apportent des choses, et on était encore en train de faire les travaux avec mon frère, c'est-à-dire qu'il a fallu sabler les murs, nettoyer, c'était rempli de gravats, de graffiti, quand les 2 frères champenois sont arrivés donc en 97, et nous ont dit on va vous montrer un truc, ça c'est sûr que vous n'avez jamais vu. Alors ils déplient, ils avaient un espèce de grand bâton de bois avec quelque chose de roulé autour, et ils le déplient et ils nous montrent voilà la carte de la batterie, avec les canons sur rail, le blocos où nous sommes, les canons anti-aériens, et toute la ville de le bourg, ce qu'on appelait le bourg de Bas à l'époque, chaque maison est marquée, et puis on voit ici les marais salants, et là autour, on a une comparaison avec la photo aérienne d'époque, ce n'était que des champs cultivés à perte de vue. Et donc les frères champenois nous disent « Ah là, ça vous plaît cette carte ?» On dit « Bah oui, c'est incroyable. Combien de batteries ont conservé des cartes comme ça, faites sur un tissu en fait, hein. Et il dit bah, « Alors pourquoi vous avez gardé ça ?» En fait, leur maison ici, c'est celle qu'ils ont mis en bleu, blanc, rouge, voilà, c'est la seule correctif qu'ils ont fait à la carte, était occupée la villa Kerjanik sur la plage Saint-Michel. C'est là qu'on a pas mal de photos des Américains qui se baignent à la Libération. Leur villa était occupée par les Allemands de la batterie. Car toutes les villas du front de mer, les villas secondaires avaient été réquisitionnées en fait par l'occupant et ils ont trouvé la carte sur le mur à la Libération. Alors ils l'avaient gardée dans le grenier et on leur a dit bah ce symbole-là correspond au canon anti-aérien. Il y en avait 6 autour du blocos, des projecteurs ici, voilà, les barbelés, les Tobruk pour mitrailleuses, l'emplacement des canons sur rail. 24 les Allemands comptent en centimètres, alors nous en millimètres. Hein. Donc ça fait 24 cm, 240 mm, Eisenbahn sur voie ferrée, les emplacements des 2 canons. Et donc tout ça nous intéressait beaucoup, on leur dit regardez en plus c'est le marquage de l'unité ici, de la batterie. Hein. Et puis à un moment ils se sont conciliés tous les deux, au début ils nous avaient dit bah, prenez autant de photos que vous voulez, et puis avant de partir ils ont dit allez finalement, elle sera peut-être mieux dans le musée ici que rouler dans le grenier, et c'est le premier cadeau qu'on a eu ici, c'était même avant l'ouverture le 1er juillet 97. Voilà. Très beau cadeau. Voilà. Et c'est là qu'on voit vraiment autour qu'il n'y avait que des champs cultivés. Hein. Alors ça nous permet, quand on fait des visites avec des scolaires ici, de parler des différences de vie entre le fait qu'il n'y avait peut-être que 2-3 voitures à Bas-sur-Mer à l'époque, que les gens vivaient au champ ou au sel, ou alors prenaient le train pour aller au chantier naval où il y avait à l'époque 20 000 personnes qui travaillaient. Donc il y a vraiment des changements considérables. Aujourd'hui, c'est ici recouvert entièrement de maisons et d'arbres. Donc totalement différent de ce paysage, totalement de champs à l'époque. Alors ici, on entre dans le PC radio, c'est là où étaient les téléphones, les radios, etc. Et chaque fois, en fait, ça raconte une petite histoire. Comme on l'a vu là-haut, il y a Maurice, il y a les Anglais du Raid. Et en fait, ici aussi, ce sont des personnages qui correspondent à des gens qui ont vraiment existé. Par exemple, ce reporter avec son appareil photo, voilà, le voilà, Max Hartmann, qui faisait des articles dans le journal local de la poche de Saint-Nazaire, il s'appelait Die Festung. On a ici représenté un feldgendarme qui vient rechercher, parce qu'il y avait des Allemands qui coopéraient avec les Alliés, c'était le cas, on a la liste ici, de certains d'entre eux qui ont été immatriculés dans un réseau de résistance, et il y en avait un qui était opérateur justement dans une batterie de la marine, et donc on peut imaginer qu'il était recherché, etc. Et le capitaine ici, italien, qui tenait la batterie de la pointe Saint-Gilda. Alors lui, il a déserté, puis après il avait ramené des plans pour les Alliés, etc. Il a donné pas mal d'informations en fait. Donc ça correspond à des personnages qui ont pu exister à différents moments. En fait, ça raconte une histoire. Donc ici, on était aussi en lien avec les batteries aux alentours, voilà, c'est ça. Différents sites de guerre. Voilà, c'était pas comme les portables aujourd'hui, c'était différent. Ouais. Il y avait besoin de plus de fils. Hein. Alors aussi une auxiliaire féminine, on voit pas beaucoup. Il y avait beaucoup dans le
femmes combattantes notamment dans l'armée russe. Les Allemands avaient pas mal de... Mais c'était plus ce qu'on appelait les souris grises, c'était plus des téléphonistes, des radios, etc. Alors là, on est dans la chambre de troupe et on a reconstitué très fidèlement à l'endroit où ils étaient, les lits qui ont été remis. Alors ils restaient au plafond, on voit les crochets qu'on s'est mis à les fixer. Donc on a remis les lits à leur emplacement d'origine. Alors c'était une chambrée au départ ici, non pas pour 6 hommes qu'on l'a représenté, mais comme on a dû couper par une vitre. D'ailleurs, comment est-ce qu'on a pu faire rentrer cette vitre en un seul morceau? Vous avez vu l'escalier, c'est pas évident. Ça rentre pas une vitre comme ça. Hein. En fait, sous le comptoir d'accueil, ça mène à la salle vidéo. Et c'est là qu'il y a une grande trappe, qui n'est pas un piège à l'époque, mais qui est la trappe technique pour passer toutes sortes de grosses choses. Et c'est comme ça qu'on a pu repasser le groupe électrogène nous-mêmes, qui avait été sorti par là certainement, et qu'on a pu passer ces vitres en un seul morceau. C'est beaucoup plus chouette que d'avoir des vitres en plusieurs morceaux. Alors là, c'était de la marine côtière. Si on s'approche, sur chaque uniforme, on verra des encres sur les épaulettes et sur les boutons. Alors la marine en vert, oui, ça peut paraître curieux, mais c'est moins salissant hein, quand on sert des canons dans un champ et c'est moins visible que d'être en blanc ou en bleu. Oui, sur certaines photos, même à la batterie, on les voit en blanc, courir, etc. Oui, oui. C'est vrai que... Et en fait, les tenues blanches et bleues, ils les gardaient pour sortir notamment à la boule, aller dans les cafés, parce que c'était un peu différent le regard des civils vis-à-vis d'un marin en bleu. Il ne représente pas le même danger. Vous avez un soldat en vert avec un casque, avec des bottes, ça fait du bruit, il a un fusil, etc. Alors que vous avez un marin en bleu, ça ne représente pas dans l'esprit des gens, il ne va pas venir contrôler les papiers ou ce genre de choses. C'est aussi valable dans les ports. Dans les ports comme Saint-Nazaire, avant-guerre ou entre les deux guerres, les gens sont habitués à avoir des marins de tout pays qui viennent dans ces ports avec leurs bateaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dans les bars, etc. Donc les gens sont habitués à avoir des marins en goguette, comme on dit. Hein. Et c'est pas la même chose que de voir un gars casqué en vert qui représente là pour le coup vraiment une menace. Donc il y avait 21 personnes qui vivaient au sein du blocos. Voilà, 21 marins allemands qui étaient affectés ici. Apparemment, d'après toutes nos recherches, ils n'ont eu aucune perte, hein, puisque personne ne leur a jamais tiré dessus. En fait. Voilà. Et quand il y a eu le raid anglais, le blocos n'était pas encore construit. Le raid anglais, c'est mars 42. Le blocos construit entre octobre 42 et février 43, en renforcement. Et quand après, au moment de la poche, le canon sur rail va aller circuler pour tirer, en fait, il est détaché à l'armée de terre. Donc en fait, ici, ils n'ont pas fait grand-chose. On peut dire que c'était un peu l'assurance vie. Et ce que nous ont dit les gens de Bas-sur-Mer qu'on a connus, ça fait quand même 26 ans qu'on est ouvert, qui ont, à l'époque, côtoyé les marins, personne n'était content de leur présence, mais ils n'ont pas cherché non plus à ennuyer les gens, parce que c'était leur assurance vie. La moindre bêtise, le moindre rapport, hop, direction le front de l'Est, 80% de leurs pertes, c'était pas du tout la même chose qu'être ici, où en fait, personne n'aura jamais tiré dessus de toute la guerre. Et on parle aussi de la Croix-Rouge française. Ces deux femmes-là sont interviewées dans le film vidéo. Donc c'était des femmes de la Croix-Rouge très actives lors du siège de la Poche, qui était basé à Savenay, Thérèse Passard et puis Paulette Lebaille. Elles sont interviewées dans le film qui passe. Ce sont des gens qu'on a filmés il y a... En 99, ça fait un paquet de temps. 23 ans, qui continuent de raconter leur histoire tous les jours. Voilà. Et dans les marins allemands qui sont repassés, on a eu la visite de ce monsieur-là, Joseph Zengerling. Il venait rechercher celui-là qui était resté à la Baule après-guerre. Il s'était occupé beaucoup de l'amitié franco-allemande après-guerre, etc. Et il était resté comme ébéniste. Mais quand lui est revenu, il était déjà décédé. Et lui est revenu, donc c'est un des 4 qui est en photo sur cette photo-là. Et il était avec une Française, une histoire d'amour qui a duré très très longtemps, hein, puisque à la fin de la poche, ils avaient une amourette. C'était que des petits bisous à l'époque. Et quand il a été fait prisonnier, sa mère lui dit « Écoute, ton Joseph, tu me l'oublies là, et je ne veux plus entendre parler de cette histoire, il va t'arriver des bricoles. » Et donc elle l'a oublié comme ça, mais pas dans son cœur. Et c'est quand elle s'est retrouvée veuve dans les années 90 que cette dame a repris contact avec le consulat en Allemagne, avec l'ambassade, etc. Elle a dit « J'avais gardé son nom, Joseph Zengerling. » Ils ont dit « Il en reste 4 en Allemagne qui portent ce nom-là. » Alors elle a pris le risque, elle a écrit « disant, si tu te souviens de moi, etc. » Il lui-même était veuf en Allemagne de l'Est. Il n'avait jamais été à l'Ouest. Il était agriculteur en fait. Et ils se sont retrouvés comme ça dans les années 90. Alors, ils sont venus ici tous les deux. Une histoire voilà, qui s'est terminée comme au mieux l'histoire d'amour que de guerre. Hein. Voilà. Alors ici on est dans la chambre de l'officier. C'était un peu plus confortable. C'est-à-dire qu'il y avait du lambris sur les murs.
on en voit des traces à certains endroits, quand c'est pas remis, en fait, dans le béton frais, ils mettaient des cales de béton, puis après des linteaux, puis ils mettaient du lambris. Voilà. Alors voilà le commandant du blocos à gauche, toujours en vert, mais c'est toujours un marin. Alors il était simple lieutenant de réserve au début de la guerre, il a fini capitaine de réserve, et malgré toutes nos recherches, comme il s'appelle Schmitt, on n'arrive pas à retrouver la famille, le voilà en photo, c'est la seule photo qu'on ait de lui, Friedrich Schmitt. Voilà. Mais on n'arrive pas à le retrouver. Alors on a reçu ici aussi des ouvriers français qui avaient participé aux travaux. On a reçu 13 ouvriers. Là on voit les travaux qui ont lieu, la remise de la soupe juste derrière, ça c'est l'église de bas. Hein. Oui. Voilà, ça c'est l'église, le clocher de bas. Donc on voit ici la remise de la soupe, c'est les ouvriers qui travaillent juste derrière le blocos. Et lui était resté habité au Pouliguen. On a reçu comme ça 13 ouvriers différents qui ont participé aux travaux. Alors c'était surtout en les premières années, hein, 97, 98, 99. Maintenant on ne reçoit plus beaucoup de vétérans. Et là on avait pris contact aussi en Allemagne avec un des jeunes du RAD qui avait fait le camouflage du blocos. C'est pas eux qui avaient coulé le béton, ça c'était l'organisation TOT, mais ceux qui avaient fait le camouflage, c'était des jeunes de 16-17 ans. On avait réussi à en retrouver un aussi. La photo est prise juste derrière le blocos. Voilà. Bon. Alors là, on représente pareil, il y a une histoire. Il y a celui qui vient chercher le train blindé, il est de l'artillerie pour le détacher à l'armée de terre. Et puis là, un pilote, alors on voit avec son aigle volant, qui vient amener le courrier, car il y avait, à la grande surprise des Français, des liaisons aériennes, alors pas quotidiennes, mais au moins une fois par semaine avec l'Allemagne et la poche de Saint-Nazaire. Alors les avions se posaient à la Baule-Escoublac, à l'aérodrome. Voilà. Voilà. Alors, il y a eu aussi une douzaine de sous-marins qui ont navigué, qui sont venus dans la base pendant le siège pour amener des médicaments, aussi des munitions, voilà, des Panzerfaust, tout ce genre de choses. Alors là, on voit l'armurerie. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a des traces, par exemple ici, de carrelage par terre. Et puis cette histoire de lambris sur les murs, vous voyez ici, il y avait des cales de bois dans le béton frais en fait. Et c'était ici lambrissé. On ne l'a pas lambrissé, on a lambrissé celle d'à côté pour le commandant. Mais celle-là, on ne l'a pas lambrissé. Alors on voit ici un parachutiste allemand. Alors il y en avait pas mal. Poche de Lorient, poche de Saint-Nazaire. Et surtout, il y en avait surtout à Brest lors des combats. Et ils étaient en fait, pourquoi? Parce qu'ils étaient en formation dans le centre de la Bretagne. Voilà. Et donc ils se sont retrouvés ici. C'était un peu les forces d'élite côté allemand en fait. Ils étaient face aux Américains dans le secteur de Cordemais. Ici, ce que les gens appelaient les Russes blancs. Là, il s'agit d'un cosaque pour le coup. Et c'était des troupes de l'Est que les Allemands avaient enrôlées. On a quelques images ici de troupes, c'est pas très connu. Hein. Et cette carte de France qui a été faite pour les Américains qui montre les différentes unités d'étrangers en fait dans l'armée allemande stationnée en France. C'est une carte américaine de mai-juin 44. C'est assez précise. Alors il y avait des Cosaques, des Tatars, etc. Les Allemands ont toujours joué sur les nationalismes. Alors ils disaient battez-vous avec nous, on vous donnera l'indépendance. Vous pouvez toujours faire des promesses. Et comme ça ils avaient créé des légions en fait. Hein. Voilà. Donc pareil, ce panneau raconte ces différentes histoires. Et là un peu c'est l'artiste du blocos. Puisque vous avez remarqué, il y a différentes fresques. C'était un peu froid, les murs du blocos, donc pour se divertir et réchauffer un peu l'ambiance. C'est aussi une tradition allemande dans les maisons de peindre l'intérieur des maisons et l'extérieur. Hein. Et donc, on s'est inspiré de dessins qui ont vraiment existé dans d'autres blocos. Donc ça a été trouvé, cette peinture, dans un autre blocos, et on a refait vraiment à l'identique ici. Alors ici, on est dans la salle des machines. Alors on parlait tout à l'heure du RAD, effectivement presque la même couleur d'uniforme, c'est l'organisation TOT ici. À droite, ceux qui construisaient les blocos. Avant-guerre, ils avaient fait la ligne Siegfried, ils ont fait aussi les autoroutes, des barrages, etc. Et en fait, tout ce qui était stratégique pour l'armée allemande, c'était l'organisation TOT qui construisait, en fait, ils les accompagnaient. Au fond, à gauche, un marin allemand en tenue de cuir, c'était des vestes récupérées des sous-mariniers. On l'a ici en photo, en fait. Voilà. Et donc, c'est tous des gens qui ont pu exister à différents moments. Alors en fait, il n'était pas si grand, car on a eu le listing complet de la batterie. On sait combien il y avait d'hommes, quand est-ce qu'ils sont nés, leur lieu de naissance, etc. Et en fait, c'est plus des hommes qui étaient nés vers 1900. Donc les gens nés vers 1900, pas tous, mais la plupart étaient plus petits. Et puis ceci pour une question de... Alors, on le voit au niveau des uniformes, hein. C'est pas des uniformes de géants en fait. Hein. Parfois il y avait des très grands. Mais sur les livrets militaires, on est plutôt dans les tailles de 1m65, 1m67 en moyenne.
Alors, sur la droite, on a un modèle de canon de DCA allemand. Oui, alors c'est le fameux 88 anti-aérien. Et pour rappeler qu'il y avait 6 canons anti-aériens autour du Blockhaus, car on l'a vu, il était déguisé en villa. Alors ce qui reste, c'est ce mur d'angle. On voit qu'ici, c'est du béton armé, c'est-à-dire qu'on voit les morceaux de fer à béton qui sortent de manière régulière, les traces des planches de bois qui ont servi au coffrage, et on voit qu'à gauche, c'est de la brique recouverte de crépi. Donc ça fait partie du camouflage, voilà, pour donner un aspect carré au Blockhaus vu de la mer. Et comme la résistance et les alliés étaient au courant, ils auraient pu envoyer quand même des avions pour s'approcher, pour voir quelle maison c'était. Et c'est dans ce sens qu'il y avait 6 canons anti-aériens autour. Alors, ils n'étaient pas collés comme maintenant, ils étaient dans un emplacement avec des toiles de camouflage autour. 3 de chaque côté. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là-bas, Tobruk. voilà, là-bas, on voit le canon, le tube du canon sur rail. Ouais. Alors c'est le tube d'origine, 1896, qui à l'époque était monté sur voie ferrée. Et contrairement à ce que tout le monde pensait, ce n'étaient pas des canons allemands donc, mais bien des vieux canons français de la Première Guerre mondiale, qui étaient donc 500 mètres derrière. C'était que des champs cultivés à perte de vue. Et 500 mètres derrière au ras du sol, bah oui, on voit bien, ils étaient totalement invisibles de la mer, alors que les navires, on les voyait très très bien tout à l'heure dans les visières. C'est vrai. Et pour finir en extérieur, on a un obusier américain. Donc c'est un char léger qui était en appui d'infanterie. Et c'est ce char qui était dans la forêt du Gavre. Il y en avait 2, dont celui-là on a remis au même nom, le Little West Point. C'est un obusier en fait de 75 qui tire donc en cloche, en appui d'infanterie. Et c'était l'un des seuls chars qu'avaient les Américains de la 66e division d'infanterie, qui était une division de l'armée de terre. Donc ils avaient un groupe de cavalerie qui était rattaché en fait, le 15e groupe de cavalerie. Alors en tout cas, merci beaucoup Luc pour cette visite très riche, très intéressante pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas ce lieu. C'est vrai que moi j'ai eu la chance et l'opportunité de le visiter de nombreuses fois durant ma jeunesse, mais c'était vraiment une belle occasion de le découvrir avec vous. Donc je tenais à vous le remercier en tout cas. Ce que je fais en fin de vidéo à chaque fois, c'est une transmission pour les jeunes générations, une bouteille à la mer comme on dit. Quel message vous souhaiteriez porter à cette jeunesse qui est confrontée à un monde bien entendu en paix en France, mais qui est bouleversé par des conflits en tout genre, et ce travail de mémoire, ce souvenir? Je dirais surtout que c'est un travail important au niveau de la fraternité entre les pays. Voyager, aller voir les autres, vous verrez qu'il y a des gens très bien partout. Et puis parler les langues étrangères pour ça quand même, c'est bien. Et puis en voyageant, on s'aperçoit qu'il y a des gens très bien partout et qu'on n'a pas tellement de raison de se tirer dessus. Donc voilà, c'est le message d'espoir que je donnerais. Et le musée à l'avenir, est-ce que vous avez d'autres projets? Alors c'est pas qu'on a d'autres projets, c'est qu'on en a déjà fait d'autres. Et donc on a eu pendant 12 ans un musée en Normandie sur Utah Beach à Kinéville. Là on a cédé à d'autres parce que c'était un peu loin. Mais on gère aussi donc le musée, le Blockhaus Hôpital des Sables d'Olonne. Donc lui qui reçoit 20 000 personnes, qui présente la Seconde Guerre mondiale en Vendée. Donc là ça fait maintenant 7 ans. Et depuis une dizaine d'années, on gère aussi dans le centre-ville de La Rochelle, le bunker de La Rochelle qui présente l'histoire de la région de La Rochelle pendant la guerre. Alors sur les sous-mariniers, c'était deux lieux uniques. Contrairement à ici où il a fallu tout remettre en état, ces 2 sites avaient été totalement préservés. Alors sur l'ensemble des 3 sites, c'est les seuls de la côte atlantique, sur 800 km. On reçoit quand même 100 000 visiteurs par an. Donc c'est une histoire qui ne sera pas normalement oubliée, on l'espère. En tout cas, merci beaucoup Luc pour ce moment agréable et passionnant pour 2 passionnés d'histoire, on va dire ça comme ça. Nous aurons l'occasion dans d'autres vidéos d'aller découvrir bien entendu le Blockhaus, le bunker hôpital des Sables d'Olonne et celui de La Rochelle. À très bientôt Luc et merci encore pour votre présence. Merci.